Bonjour et bienvenue dans cette édition de Let's Talk qui se tourne à Abidjan dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, les 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de contrat léonin, mais nous allons beaucoup en parler à l'occasion de la rencontre que je vais avoir avec mon invité. Il s'appelle Monsieur Olivier Pognon. Il est le directeur de la Facilité africaine de soutien juridique. Bonjour, Monsieur Pognon. Bonjour, M. Kimayou. Votre structure n'est pas très connue du grand public, pourtant elle rend un fier service aux États et peut-être même aux entreprises dans les négociations de contrats à l'international. Veuillez nous présenter votre structure et son fonctionnement pour le grand public. Merci M. Kimayou, déjà pour votre intérêt pour la Facilité africaine de soutien juridique. Nous sommes une organisation internationale initiée à l'origine. On a la Banque africaine de développement et les ministres des Finances de la Banque africaine de développement en particulier, qui, au tournant des années 2000, se sont rendus compte. Vous vous rappelez qu'il y avait une activité prédatrice des fonds vautours, fin des années 1990, début des années 2000. Ces fonds vautours étaient des fonds qui, fondamentalement, rachetaient des dettes ou de créanciers de gouvernements africains, rachetaient des dettes à bas coût et se les faisaient payer ou se les faisaient rembourser avec des multiples de 10 fois ou de 30 fois. L'activité de ces fonds vautours a déclenché chez les ministres des Finances des pays africains une réflexion autour de la nécessité d'un instrument qui permettrait de protéger les pays africains de l'activité de ces fonds vautours. Et au début des années 2000, les années 2003-2005, entre l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et la Banque africaine de développement, a été initiée l'idée d'une facilité qui rendrait au gouvernement les services suivants. Les protéger dans le cadre de litiges qui pourraient sinon dégénérer et auraient des conséquences financières importantes. Renforcer les capacités des juristes africains, surtout les juristes gouvernementaux, et puis assister aussi sur le renforcement de la capacité de négociation pour que on arrête cette spirale de contrats mal négociés qui dégénère en litige, qui dégénère en pénalité financière. Donc c'est sur ces bases que la facilité a été créée en 2008 et a commencé ses activités en 2010. À qui vous vous adressez? Quel est le public qui est concerné par les activités de la Facilité africaine d'accompagnement juridique? Nos publics et nos clients, j'allais dire exclusifs, sont les gouvernements africains. Nous intervenons dans 4 secteurs particuliers, 4 secteurs bien précis, qui sont le secteur de l'énergie, le secteur des ressources naturelles, les ressources extractives, donc mines, gaz, pétrole. Le troisième secteur, c'est celui des infrastructures. Donc toutes les infrastructures dans nos pays qui sont montées, notamment par voie de partenariat public-privé, la LSF est impliquée. Le dernier secteur, c'est le secteur de la dette, de la finance souveraine, absolument. Donc tout ce qui concerne la gestion courante de la dette, les meilleurs mécanismes pour gérer les stocks de dette, mais aussi on intervient dans les processus de restructuration de la dette, tels que ceux qui ont pu avoir lieu, encore une fois, dans les années 2000 avec l'initiative HIPIC. Et encore aujourd'hui, nous intervenons, par exemple, dans le processus de règlement des arriérés de dette du Zimbabwe. Et nous avons d'autres clients que nous assistons sur les processus de restructuration de dette. Et si je devais vous poser, comment est-ce qu'on entre en contact avec la Facilité africaine de développement? Est-ce que c'est l'État qui vient vous crier sa détresse ou bien c'est vous qui identifiez des situations dans lesquelles vous proposez de façon spontanée vos services aux États? Vous avez tout à fait raison. C'est l'État qui est, on l'espère, pas nécessairement en situation de détresse, mais c'est l'État qui sollicite nos services. Nous sommes une organisation qui est mue, dont les services sont mus par la demande des gouvernements. Ceci dit, au fil des années, nous avons établi avec les gouvernements, notamment avec les départements ministériels dans les différents secteurs que j'ai mentionnés, nous avons établi une relation de proximité, une relation de travail qui fait que nous arrivons à comprendre, à anticiper les besoins et à susciter des requêtes.
Donc, nous ne sommes pas simplement dans une position passive où nous attendons que les requêtes nous arrivent, parce qu'il peut y avoir des besoins, mais parfois le manque de connaissance de la facilité ou un manque de réactivité de la part des gouvernements peut faire que l'assistance n'est pas générée. Donc, nous faisons en sorte que non seulement nous répondons aux requêtes de manière très diligente dès qu'elles nous arrivent et nous mettons en place tout le processus d'assistance, mais je pense aussi qu'au fil des années, nous avons créé une capacité à générer des requêtes par le biais de notre relation de travail avec les gouvernements. En début de semaine, juste au début des travaux de ces 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, vous avez rassemblé un certain nombre de personnes avec lesquelles vous travaillez. Pouvez-vous nous parler de cet événement? Oui, nous sommes très particulièrement contents non seulement d'avoir pris l'initiative, mais de ce que cette initiative a pu générer comme intérêt. Donc le 26 mai dernier, avant-hier, nous avons réuni l'ensemble de nos membres, donc les pays bénéficiaires des services de la facilité, qui sont quelque part les actionnaires, on va dire, même s'ils ne sont pas une société commerciale, mais les actionnaires de la facilité, et aussi les institutions comme la BOAD, la TDB, l'OADA et autres, qui sont également membres de la LSF. Nous avons réuni tous nos membres, un petit peu pour faire un point d'étape. Ça fait maintenant 15 ans que la LSF est en activité, donc leur dire un peu ou leur rendre compte de ce que nous avons pu faire en termes d'impact, leur dire ce que nous entendons faire de plus ou de mieux pour eux, notamment en termes de renforcement de capacité, parce qu'on a sur le continent, j'aime pas dire qu'on a forcément un problème de capacité, j'aime dire qu'on a un problème d'exposition, et une insuffisance d'exposition de nos juristes, particulièrement au sein des gouvernements, à des problématiques soit très techniques, soit complexes, ou des problématiques qui ont une combinaison de droit et de finance, ou de droit et de technique. Ce sont des sujets qui sont complexes, dont les tenants et les aboutissants sont développés dans d'autres contrées que les nôtres. Donc, nos juristes, nos avocats ont besoin d'être exposés à ces problématiques pour pouvoir réagir de manière adéquate lorsqu'ils sont confrontés à des situations de négociation particulièrement. Donc, nous avons eu cette discussion sur ce que nous pouvons faire de plus ou de mieux. Et un point important de l'agenda de cette réunion, qui a été présidé par le président Adesina, mais aussi où nous avions M. Claver Gatete, le secrétaire exécutif de l'INECA, nous avons discuté de la manière de rallier le soutien et le support, y compris support financier, de nos États membres. Aujourd'hui, la LSF a financé les services que fournit la LSF, qui sont essentiellement par voie de subvention au gouvernement. Ces services sont financés pour une partie par la Banque africaine de développement, à travers le Fonds africain de développement, et pour l'autre partie, essentiellement par des contributeurs autres qu'africains. Nous avons éprouvé la nécessité vraiment de rallier nos gouvernements et de leur dire, cette institution, elle est la vôtre, elle est panafricaine, exclusivement dédiée à vous, gouvernements africains. Donc il nous paraît vital, à ce stade de la vie de la LSF, que les États africains manifestent leur appropriation de l'outil ALSF par un soutien institutionnel, par un soutien politique, par un soutien financier. C'est un message très important que nous avons tenu à faire passer. La conversation a débuté donc de manière très concrète. Il y a eu quelques manifestations d'intérêt et quelques manifestations de l'intention de contribuer. Mais bien sûr, nous avons besoin de l'adhésion de l'ensemble de nos pays membres à ce mécanisme. Et donc, c'est une conversation que nous allons poursuivre et amplifier pour étoffer les ressources de la facilité africaine de gouvernement, essentiellement avec des ressources africaines. En fait, si vous voulez, c'est une manière de dire au gouvernement, aidez-nous à pouvoir vous aider encore mieux et encore plus. Oui. Et qu'est-ce qui est ressorti de la réunion? Est-ce que vous avez senti aujourd'hui que les gouvernements non seulement sont au courant de vos activités, mais qu'ils appuient cette activité pour que vous ayez les moyens de les accompagner plus convenablement, plus confortablement? Oui. Écoutez, je pense, en termes de visibilité, en termes de reconnaissance et de validation de la pertinence de la LSF comme outil, je pense que cette étape est franchie. Grâce à Dieu, je pense qu'on a
Au bout de 15 ans d'activité, on a un certain nombre de secteurs d'expertise qui sont reconnus. Nous avons des experts en interne. Nous nous appuyons sur des cabinets d'avocats de premier plan, à la fois à l'international et sur le continent. Donc, je pense qu'en termes de reconnaissance de la pertinence de l'outil ALSF, on est plutôt sur une très bonne dynamique. Concernant ce nouveau message et la question du soutien financier vital aux ressources de la LSF, je pense également que le message a été bien reçu, bien perçu. Comme je disais, nous avons eu quelques manifestations déjà d'intérêt à contribuer. On sait les difficultés dans lesquelles sont nos gouvernements pour prendre ce genre d'engagement sur leurs ressources propres. On sait parfaitement que ce n'est pas une conversation forcément facile à avoir et ce n'est pas des mécanismes qui sont forcément faciles à mettre en œuvre. Mais on a senti quand même qu'il y avait une adhésion au message. Et donc, la prochaine étape va consister dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à aller voir chacun de nos membres, à renouveler leur appel à contribution. Et j'espère que d'ici quelques temps, je pourrai revenir vous voir si j'ai le bonheur d'être réinvité pour vous faire un point de ce que nous avons réussi à collecter comme soutien africain pour notre institution panafricaine. Vous savez que nos portes vous sont ouvertes. Merci d'avance. Je suppose que votre intervention auprès des gouvernements est payante. Les États qui vous soutiennent, qui vous sollicitent pour intervenir techniquement dans les dossiers, est-ce qu'ils payent les frais d'intervention? Très bonne question. La LSF a vraiment été conçue comme un instrument au service des gouvernements. Et la LSF, il y a maintenant 17 ans, lorsque le traité a été signé, a été conçue comme une organisation qui devait donc lever des subventions, comme je le disais, auprès de la Banque africaine de développement, auprès d'autres bailleurs de fonds, et accorder des subventions, donc des dons au gouvernement. Donc, une grande partie de ce que nous faisons ne comporte pas d'engagement financier de l'État. Donc, nous levons des fonds, et ces fonds, nous les accordons sous forme de dons. Et ces dons nous servent, en fait, nous accordons le don au gouvernement, mais en réalité, ce don sert à payer les ressources internes de la LSF, plus les honoraires des cabinets d'avocats que nous engageons pour travailler avec nous au bénéfice du gouvernement. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que une partie très significative du service que nous apportons, des services que nous offrons, ne sont pas payants pour les gouvernements. C'est pour ça que nous pensons et nous sommes convaincus qu'étant le type d'instrument que nous sommes, nous avons forcément besoin du soutien financier, d'une contribution annuelle par exemple, dans une forme de fonds de solidarité ou alors d'une forme d'intéressement sur la conclusion des projets. Lorsque cette conclusion des projets est bénéfique pour le gouvernement, nous avons besoin d'une forme d'intéressement ou de contribution du gouvernement aux ressources de la LSF. Ces ressources seront utilisées pour financer d'autres projets, pour assister d'autres gouvernements. Nous n'avons aucune vocation à faire du profit. Tout ce que nous avons comme vocation, c'est à lever des fonds auprès de nos pays membres pour pouvoir les mettre au service du bien commun. Donc aujourd'hui, est-ce que les gouvernements ont compris l'intérêt qu'il y a de vous payer? Parce que je suppose que vous payez, c'est beaucoup moins cher que de payer un cabinet international d'avocats pour être accompagné sur des dossiers de négociation de prix du pétrole ou de dette souveraine. Absolument. Oui. Je dirais même plus. Je dirais que l'intérêt de faire appel à la LSF, et je pense que c'est là vraiment notre ADN et notre valeur ajoutée. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas grand-chose. On a une relation de proximité très grande avec les gouvernements et avec les différents départements ministériels, énergie, infrastructure, transport. Donc, on a une conversation quasi quotidienne avec nos points focaux. Et donc, on comprend. On a la capacité d'être au plus près de ce que le gouvernement souhaite en termes de direction à donner, en termes de, si dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur libéralisé, par exemple, on doit faire venir des investisseurs pour développer des IPP, des producteurs indépendants d'électricité, on sait quelle est l'orientation que le gouvernement veut se donner. Donc, en tant que conseil juridique, on a l'avantage de cette proximité-là
qui nous permet de donner un peu plus que du conseil juridique, qui nous permet de donner un conseil juridique qui soit réellement adapté aux intentions et aux réalités du terrain et au plan de développement que le gouvernement s'est donné. Donc, bien sûr, les gouvernements peuvent, bien sûr, nous, ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement se fasse toujours accompagner. Si cet accompagnement peut être celui de la LSF, il y a une valeur ajoutée que nous essayons de manière constante de démontrer et d'argumenter. Vous devriez logiquement être assailli de demandes de la part des gouvernements. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, le volume de demandes, le volume d'assistance, de demandes d'assistance que nous recevons, je dois dire, c'est significativement accru. À titre d'exemple, sur fin 2021, fin 2022, on recevait en moyenne une grosse vingtaine de requêtes par mois. Aujourd'hui, nous sommes par an, pardon, une grosse vingtaine de requêtes par an. Aujourd'hui, nous sommes à 50 et plus. Donc, nous avons doublé le volume de demandes d'assistance que nous recevons sur une année. Donc, oui, je pense que le travail de visibilité, d'accroissement de la visibilité de la LSF est clairement payant. Nous essayons aussi de constituer autour de la LSF un écosystème politique, institutionnel, qui soit aussi porteur. Nous sommes une organisation, nous ne sommes pas une organisation politique, mais nous opérons dans un environnement qui est dicté par des impératifs et par des agendas politiques. Donc nous avons aussi besoin que des organisations comme l'UNECA, l'Union africaine, bien sûr la Banque africaine de développement, continuent à porter le message que l'assistance juridique, une assistance juridique adéquate pour nos gouvernements est essentielle dans l'agenda de développement. On est vraiment au cœur, je pense, de ce que les gouvernements veulent faire en termes de comment les contrats sont structurés, comment les projets sont structurés pour qu'il n'y ait pas de perte, pour qu'il n'y ait pas de fuite et qu'au final, on se retrouve avec des ressources de l'État qui sont mal appropriées ou qui ne sont pas générées de manière utile. Et comment vous sélectionnez ceux qui constituent l'ADN, la colonne vertébrale de votre activité, c'est-à-dire les avocats? Est-ce que ce sont des avocats africains? Est-ce que ce sont des avocats étrangers à l'Afrique? Quels sont les critères de sélection et comment est-ce que vous travaillez avec eux? Très bonne question. Donc, nous avons choisi de travailler avec des panels d'avocats. C'est-à-dire que nous organisons tous les 3 ans ou tous les 5 ans, suivant le panel, nous organisons un appel d'offres où nous demandons aux cabinets internationaux de premier plan, l'appel est ouvert bien sûr, mais nous demandons aux cabinets internationaux et aux cabinets africains, donc basés sur le continent, de soumettre leurs propositions de services. Et nous nous assurons que pour chacun des secteurs dans lesquels nous travaillons, énergie, mines, dette souveraine, nous nous assurons que les cabinets que nous retenons au final ont l'expérience, ont traité des dossiers qui tiennent compte du contexte africain et bien sûr que les honoraires qu'ils proposent de facturer tiennent compte de ce que nous sommes en tant qu'organisation et des clients auxquels nous nous adressons. Donc, nous retenons au final entre 3 et 5 cabinets d'avocats par ligne de service. Et donc, ce sont ces avocats que nous mettons ensuite en concurrence lorsque nous recevons une requête. Donc, nous travaillons avec un mix de cabinets internationaux de premier plan et de cabinets africains de premier plan, et idéalement des cabinets africains qui ont la capacité de traiter des problématiques régionales. Donc, un cabinet ivoirien peut être sélectionné pour assister sur un projet qui se déroule au Bénin ou au Sénégal. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons avec les cabinets d'avocats. Maintenant, sur les différents secteurs d'intervention que vous avez énumérés, est-ce qu'on peut revenir sur des dossiers sur lesquels vous avez travaillé et qui, pour vous, aujourd'hui, constituent des fiertés par rapport aux résultats que vous avez obtenus en les traitant? Bien sûr, bien sûr. Alors, je peux mentionner un dossier dans lequel nous avons, je pense, bien travaillé et dont nous tirons une assez grande satisfaction. Vous savez que la Guinée, il y a le projet Simandou en Guinée a donné lieu à plusieurs épisodes, dont un épisode de revue des licences qui avaient été attribuées à un certain nombre d'acteurs du secteur minier. Oui. Absolument, des contrats léonins.
sur un de ce contrat, sur une de ces licences en particulier, un investisseur privé avait assigné la Guinée en justice parce que la Guinée avait estimé que ce contrat avait été attribué de manière léonine, de manière frauduleuse. Il s'en est suivi une longue bataille judiciaire en arbitrage devant le CIRDI, au terme de laquelle, il y a un peu plus d'un an, la Guinée a non seulement été, cet investisseur privé s'est non seulement vu rejeter l'ensemble de ses demandes, mais la Guinée s'est même vue attribuer des dommages et intérêts. Donc la somme en jeu était extrêmement élevée et aurait sérieusement mis en péril sur plusieurs années les ressources de la Guinée. Au contraire, donc non seulement la Guinée n'a pas eu à débourser ces sommes, mais elle s'est vue attribuer des compensations, des dommages et intérêts qui lui ont d'ailleurs permis de faire un don en retour à la facilité que nous avons pu utiliser et affecter à d'autres projets. Je peux également mentionner notre assistance à la Somalie, ça c'était il y a quelques années, dans le processus de restructuration de dette qui a abouti à ce que la Somalie atteigne le point d'achèvement des PPTC. Dernier projet que je peux mentionner, nous avons travaillé avec les Comores récemment sur également un litige qu'ils avaient avec le secteur privé dans un projet de route. Encore une fois, les Comores qui étaient exposés exposés financièrement à des montants très très élevés, a eu besoin de la LSF pour les aider à arriver à un accord amiable qui leur a permis d'économiser à peu près 80% de la somme qui leur était réclamée initialement. Donc c'est sur ce type de dossier que je pense que l'utilisation de la LSF se révèle efficace, se révèle pertinente. Bien sûr, nous intervenons aussi en matière de dette souveraine, de projets d'infrastructure. Sur les projets d'infrastructure, notre rôle consiste à aider le pays à structurer le projet, donc depuis l'appel d'offres jusqu'à la manifestation d'intérêt, l'étude des dossiers qui sont reçus de soumissionnaires et la négociation des contrats avec le soumissionnaire retenu. L'idée, là, pour nous, est de faire en sorte que le pays présente un dossier que les investisseurs trouvent bancable et donc investissent pour le développement de ce PPP. Ça peut être dans le secteur routier, dans le secteur hospitalier, ça peut être dans le secteur de l'énergie. Voilà, donc c'est un peu l'illustration des types de projets sur lesquels nous Quand travaillons. vous prenez un dossier, quand vous êtes saisi d'une affaire, cela peut vous prendre combien de temps pour rendre votre copie et passer à un autre? Très bien. Encore une fois, nous sommes dans le monde du développement, des projets de développement. Donc la durée des projets est plutôt moyen à long terme. Mais juste pour dire, quand nous sommes saisis, donc lorsque nous recevons une requête d'un gouvernement, notre temps on va dire, de traitement de cette requête, en termes de, bien sûr, répondre à accusé réception de la requête, ensuite discuter avec le gouvernement pour comprendre de manière détaillée la nature du besoin, rédiger les termes de référence du projet, les soumettre au gouvernement pour qu'il y ait un parfait alignement, donc allouer un budget au traitement de ce projet, qui est en général approuvé par notre conseil de gestion, donc l'équivalent de notre conseil d'administration. Et ensuite, on rentre en phase de recrutement du cabinet d'avocats. Tout ce process prend, on va dire, entre 2 mois et demi et 3 mois, de manière standard. Donc, de manière standard, entre la réception d'une requête, le fait d'avoir une équipe ALSF, cabinet d'avocats, sur place pour commencer à travailler, prend entre 2 et demi et 3 mois. Ensuite, l'implémentation du projet, là, ça dépend des secteurs, ça dépend de la nature de la complexité, mais on est parfois sur plusieurs années, comme vous le savez. Et vous travaillez sur les différentes langues officielles de l'Union africaine ou Tout à fait. Nous avons des capacités de travail en français, en anglais et en portugais, donc les pays lusophones. Donc nous travaillons sur ces trois langues. S'il y a quelque chose qui aujourd'hui dans le débat de l'actualité, c'est la question de la dette. Je pensais qu'elle était complètement révolue, mais il se trouve qu'il y a eu une conférence de l'Union africaine récemment sur la question de la dette et qu'elle représente encore un vrai enjeu par rapport au développement du continent africain. Est-ce que vous avez été saisi par les États sur ce sujet ou alors est-ce que vous vous auto-saisissez de la question
actuellement pour la gestion des dettes des différents pays africains. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, nous avons été saisis et nous travaillons avec plusieurs gouvernements sur des processus de restructuration de dette ou de renégociation de la dette. Bien sûr, la dette multilatérale, mais il y a aussi, les pays ont également des gros stocks de dettes bilatérales avec un certain nombre de bailleurs commerciaux. Et parfois même, il y a des interactions entre la capacité pour les pays de renégocier des concours avec les multilatéraux et le fait qu'on leur demande d'abord de résoudre leurs problèmes avec les bilatéraux. Et les bilatéraux ne sont pas forcément excités à l'idée de eux se sacrifier pour que le multilatéral puisse aider le pays. Donc ce sont des sujets extrêmement complexes avec plusieurs niveaux même plusieurs niveaux de complexité dans lesquels nous intervenons. Ça, c'est sur la partie restructuration, renégociation de dette. Mais il nous paraît tout aussi important de penser au futur, parce que les sujets de dette dans lesquels les pays africains se trouvent, dans lesquels ils se débattent aujourd'hui, sont en partie aussi liés à la manière dont cette dette a été contractée. Donc, nous travaillons beaucoup en termes de renforcement de capacité, notamment des unités de gestion de la dette, Debt Management Office. Je trouve que la manière dont la dette est contractée aujourd'hui et pour le futur tiennent compte d'un certain nombre de paramètres qui peuvent changer. Le Covid nous a exposés à une inflation de la dette assez significative. Si des mécanismes d'absorption de ces chocs avaient été prévus de manière pensée, de manière articulée et en concertation avec les bailleurs dans les contrats, peut-être qu'on aurait pu absorber ces chocs de manière un peu différente. Donc nous travaillons et nous produisons de la documentation que nous mettons à disposition des unités de gestion de la dette pour provoquer une réflexion sur la manière de contracter de la dette, mais que ces contrats contiennent en eux des mécanismes d'absorption de chocs et que ces chocs ne donnent pas forcément lieu à une inflation qui soit ensuite reprochée aux pays africains. Donc nous avons un rôle, nous essayons en tout cas d'avoir un rôle vraiment proactif au-delà de la résolution des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et dans l'univers assez diversifié aujourd'hui des partenaires au développement et des partenaires techniques des pays africains, comment est-ce que vous arrivez à intervenir sans que cela ne soit un frein ou que cela ne représente une menace pour les intérêts des uns et des autres? Je veux dire, la dette privée aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur. La dette bilatérale aussi en a pris. Et pourtant, il reste les multilatéraux qui également ont leur droit de regard là-dessus. Et par moments, c'est un jeu de quilles qui n'est pas évident à conduire. Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est parfois nous-mêmes parfois tétanisés par la complexité des sujets qui se présentent en matière de dette. Mais en fait, je peux dire que notre positionnement de conseil juridique n'est pas vu, en tout cas, je n'ai pas le sentiment que ce soit vécu comme une contrainte ou une menace ou une gêne dans un environnement où ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des solutions. Certains pour se faire rembourser, d'autres pour pouvoir déployer des crédits. Et bien sûr, au milieu de tout ça, les gouvernements qui sont en demande de financement pour pouvoir dérouler leur agenda de développement. Donc, je dirais que de manière générale, on arrive à se positionner comme des facilitateurs plutôt que comme des gêneurs. Et bien sûr, le rôle d'un avocat, c'est de travailler pour son client. C'est de travailler pour son client aussi en bonne intelligence avec la partie qui est en face. Donc, dans toutes les situations, nous nous positionnons comme un facilitateur, mais toujours avec l'idée et la vocation, au final, que ce à quoi on aboutit en termes d'accord soit bénéfique pour le gouvernement, en tout cas ne soit pas conclu au détriment du gouvernement et que ce soit juste, équitable et surtout transparent. Qu'attendez-vous de ces 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement? C'est un rendez-vous voilà, très important pour nous. Nous avons eu l'événement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons également eu nos réunions statutaires en marge de cette assemblée, donc notre conseil de gestion et notre conseil de gouvernance, qui sont nos instances gouvernementales, nos instances de gouvernance.
Nos états financiers, notre rapport annuel ont été approuvés au cours de ces réunions. Nous avons donc tenu l'événement réunissant les membres que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et puis, le reste de cette semaine, nous allons avoir un certain nombre de rencontres bilatérales avec nos gouvernements, nos clients, pour faire le point sur les projets en cours, mais aussi faire un recueil de besoins sur ce qui pourrait arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, c'est un point de rencontre unique. C'est effectivement très pratique parce que tout le monde est là. Nous avons un certain nombre de réunions qui sont prévues, mais je dois vous avouer aussi que nous arrivons à attraper des ministres au vol, à les faire asseoir pendant 15 minutes pour discuter avec eux des priorités. Donc oui, ce sont des réunions qui sont très importantes pour nous en termes pour maintenir le contact, maintenir les autorités de tutelle sur ce que nous faisons et envisager l'avenir voilà, avec sérénité et en leur présentant, en nous présentant comme des facilitateurs, comme une institution à leur service. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Pognon. Merci, M. Kemayo. C'était un plaisir. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.